De plus, quand on parlait jadis à la presse professionnelle ou économique, on ne parlait pas au grand public. Et on avait deux communications complètement différentes. Une communication professionnelle, purement cynique, on les a bien eues, grosso modo. Et une conversation lyrique à l'égard du grand public. C'est plus possible sur Internet, puisque sur Internet, tout se retrouve et tout est accessible à tout moment. Il n'y a plus de silos de communication. On parle toujours à tout le monde, car tout est accessible et indexé. L'entreprise, pour être une personne, oublie un atout de poids, la parole de ses propres équipes. Il faut leur proposer de rejoindre la conversation électronique. L'entreprise peut devenir une entreprise blogueuse et faire ainsi entrer dans la conversation des vraies personnes. On va dire, c'est quand même bizarre ce truc-là. Et qui l'a fait, etc. Bon. Il y a deux règles simples à respecter. Ne pas dénigrer sa hiérarchie, très important, et ne pas livrer de secrets concurrentiels. Sun Microsystems, pas n'importe quoi, et Microsoft ont entrepris cette aventure et ont donné ainsi, ça a participé, à donner un nouveau visage à leur société en faisant vivre ceux qui y travaillent. Et que disent ceux qui travaillent dans une entreprise? Ils parlent de l'aspiration de la marque, de son histoire, de sa mission, de pourquoi ils bossent. C'est merveilleux ça. Engager la conversation, c'est aussi être crédible. C'est pour ça qu'une marque doit impérativement constituer une base de données en ligne, gratuite, compréhensible et facile d'accès avec tous ses produits et services. Et la conversation va constamment y renvoyer, puisque dès qu'il y a débat, on renvoie à la base de données. Cette base de données doit être exhaustive, exemplaire, et y compris les pires conspiranoïaques doivent y faire référence. Il faut bien se rendre compte que la quantité d'informations contradictoires qui est disponible sur Internet génère une pression, une angoisse sur les consommateurs qu'on ne peut pas ignorer. Tapez sur Internet n'importe quel bobo, vous regardez déjà 10-15 réponses, vous êtes mort. Il y a donc un travail de réassurance à faire. À ce travail de réassurance, il faut ajouter l'abondance de choix. Je suis allé sur le service d'épicerie d'Amazon.com. Il y a 3304 sortes de thé, 2034 sortes de café, 1566 huiles, 244 moutardes et 496 sels de table. Cette inflation de possibilités interdit par manque de temps, à moins d'avoir l'ensemble des analystes d'une grande entreprise, le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences pour faire un choix rationnel. Donc, on va faire un choix engageant et émotionnel. On va dire, bon, j'y vais. Bon. Ça crée une tension. Et ça nécessite de la part de la marque, d'une part de tenir sa promesse, mais surtout d'effectuer un travail de réassurance après achat qui passe par l'échange, qui passe par la conversation. Comment comprendre, et je reviens sur cette histoire de base de données, la composition d'un dentifrice? Ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Qu'est-ce que le 2,4,4-trichloro-2-hydroxyphényl-éther? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que sur certains dentifrices, il y a marqué ne pas avaler sur les tubes? Est-ce que c'est vrai qu'il y a du diéthylène glycol, qui est un composant fondamental des antigels, dans mon dentifrice? Le calcium, qui est un ingrédient dans certaines frises, du calcium. Est-ce qu'il vient véritablement d'os d'équarrissage? La marque a tout à gagner à cette transparence, qu'on appelle la transparence radicale. C'est comme ça que l'a appelé le magazine Wired. Dans le monde réel, le mensonge est rentable à court terme et la vérité à long terme. Sur Internet, la vérité est rentable tout de suite. Autre relais encore de la conversation, le réseau de fans. C'est un relais fort et personnalisé de la conversation de la marque. C'est une sorte d'entre-soi communautaire autonome. C'est des clients, c'est des gens qui aiment la marque, qui ont une relation affective avec elle. C'est une sorte d'ensemble attentif, parfois critique. Et entre l'Internet général et la marque, ça va former une sorte de lagon, c'est beau, qui rayonne sur l'océan de l'Internet. Une étude Nielsen de 2007 a montré que l'information sur les marques à laquelle les internautes accordent le plus de confiance, c'est les recommandations des autres consommateurs. Qu'est-ce que disent vos consommateurs et est-ce que vous leur avez donné les moyens de s'organiser? Est-ce que vous leur avez donné une plateforme d'expression? Le réseau de fans relie la marque au reste de l'Internet et c'est vital. Car sur le réseau, slogan, vous n'êtes rien sans lien. Et c'est le public qui fait l'essentiel de ces liens. Une marque pourra faire tous ses efforts, elle ne sera jamais aussi forte que son propre public, ses propres clients. Et ce réseau de fans est différent de certaines tentatives de création de réseaux sociaux par les marques. Des réseaux sociaux qui ont été créés à des fins promotionnelles. Et
ce réseau-là n'appartient pas au cycle court des objectifs marketing, mais au cycle long de la vie de la marque. Et d'ailleurs, le rythme du marketing, généralement 15 prochains jours, n'est pas celui de la gestation des réseaux sociaux. Il y a des marques qui ont monté sur des cycles courts des réseaux sociaux, qui ont échoué, qui se sont demandé pourquoi. Et puis il y a des marques qui ont réussi en quelques semaines, et quand l'opération était finie, qui arrêtaient. Le réseau de femmes, lui, est utile et pérenne. Il est constitutif de la personnalité de la marque. Je vais vous donner un exemple. Apple a fait, il y a quelque temps, l'objet d'une campagne de dénigrement sur la durée de vie de ses batteries. Ils devaient être à 10 millions d'iPods vendus, ils sont à 150 millions, et à 10-12 millions, il y a comme une sale campagne de dénigrement. C'est les blogueuses et les blogueurs de la communauté des fans d'Apple, en lien étroit avec le service client, parce qu'ils échangeaient sans cesse, qui ont rétabli la vérité. La seule riposte contre le réseau, c'est le réseau lui-même. Comme l'a expliqué le psychologue Clotaire Rapaille, dans un monde chaotique et complexe, que j'illustre ici, où tout est compliqué et où on ne cesse de manquer de temps, la fonctionnalité des produits est aussi importante que leur qualité. Et on est parfois abandonné. Et ce sont les personnes qui nous aident qui font la différence. Le soutien de ce lien humain, compréhensif, rassurant, débrouillard, ça va être notre principal souvenir d'une marque. Quand on pense à votre marque, on doit se rappeler de deux sourires, le vôtre, j'espère, et celui de la marque. Ce lien personnel doit venir de la marque elle-même. La marque était un produit, elle va devenir une relation. C'est pourquoi l'entreprise, au travers de sa relation client, devient son principal produit, et ainsi que son principal budget publicitaire. Avec Internet, l'assistance se déplace de l'achat, il y a de moins en moins de vendeurs, à l'usage, donc de plus en plus de centres d'appel. Mais ceux qui feront la force et l'omniprésence de ce lien, ce sont les clients fans. Les forums informatiques sur Internet sont un bon exemple de cela. Et plus il y aura de machines, plus il y aura besoin de gens. La marque doit amener une nouvelle garantie. Vous ne serez jamais abandonné avec un problème. Si j'avais ça sur les paquets, sur les trucs que j'achète, vous ne serez jamais abandonné avec un problème, c'est quand même le super effet. Là aussi, la conversation électronique est une clé. Troisième réponse. Intégrer l'intelligence collective. On a vu les réseaux de fans. Il existe une autre catégorie d'utilisateurs, plus engagés encore. Ces utilisateurs engagés représentent 2 à 3% des utilisateurs. Ce sont des contributeurs qui sont impliqués dans le devenir de la marque. Non seulement ils sont fans, mais ils veulent l'améliorer, ils veulent y contribuer. Ils ne demandent qu'à se mobiliser. La prise en compte par le vecteur de la conversation électronique de ces 2 à 3% d'utilisateurs change la marque en profondeur. Lego était une marque qui était en difficulté. La communauté Mindstorm, qui permet de créer ses propres robots, de les mettre en ligne, a constitué un vrai tournant et une renaissance. Je veux prendre l'exemple des utilisateurs de Skyrock.com, dont les milliers de commentaires nous permettent sans cesse de faire évoluer le service. Mais on peut citer Dell, qui a bien évolué, Starbucks, et encore, le plus incroyable, c'est le programme de recherche de Procter & Gamble qui dit, voilà, je veux développer tel truc, si vous avez des idées. On dit qu'un fondamentaliste est quelqu'un qui a arrêté d'écouter. Les marques fondamentalistes sont en danger sur Internet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une marque va gagner autant d'argent en écoutant ses clients qu'en leur parlant. La participation dynamique de cette minorité de clients investis dans la marque va fonder un nouvel écosystème qui n'est qu'une nouvelle étape d'une logique antérieure qui était déjà à l'œuvre. Là, je remonte un peu dans le temps, mais c'est pour montrer que ce qui se passe trouve souvent ses racines dans le passé. De 1960 à 1980, l'informatique était centralisée. C'est un laboratoire peu porté. À partir de 1980, contre les directions informatiques centralisées, on a vu l'irruption imprévue de l'ordinateur personnel. Et les ordinateurs centraux ont été obligés finalement de connecter toutes ces machines et finalement obligés d'échanger des informations entre les PC de bureau et le système central. L'information circule dans les deux sens. Dans les années qui viennent, ce système central, déjà augmenté des ordinateurs, des équipes, va s'accroître encore des machines, des clients impliqués, pour former un nouveau réseau global, entreprise, personnel, client, qui échangera dans les deux sens. On va agrandir l'entreprise en fait.